commencer, merci beaucoup Laurent, c'était extrêmement clair. Pour commencer, tu nous as montré sur tes diapos au départ que le poumon pouvait être divisé en 6 zones à droite Oui. et à gauche, donc ce qui fait 12 cadrans sur lesquels on cote le LUS et donc avec un score qui peut aller jusqu'à 36. Là, c'est vrai que notamment dans le contexte du traumatisme ou dans la phase TECO, tu as été très vite. Bien sûr. Les cadrans antérieurs, rapidement les cul-de-sac, donc on peut s'adapter, on n'est peut-être pas obligé, le message est peut-être que calculer le LUS tous les jours pour suivre l'évolution d'une pneumonie ou d'un SDRA en réanimation, c'est intéressant, mais on n'est pas un petit peu comme tout à l'heure avec Sébastien sur l'écho du diaphragme, on peut aller dans un degré de granulométrie de l'examen plus ou moins rapide. Oui, alors merci beaucoup, c'est une très bonne question. Et je ne savais pas si j'avais le temps de faire la troisième application clinique, qui est exactement ce que tu dis, c'est le suivi du malade ventilé en réanimation, où là, on fera vraiment les 12 cadrans, 6 par poumon, avec la zone antérieure et les deux cadrans, la zone latérale et les deux cadrans supérieur-inférieur, et la zone postérieure avec les deux cadrans supérieur-inférieur. On aura donc un score, à chaque fois on cotera 0, 1, 2 ou 3. Là, on a vu quasiment que des images de 0, puisque c'était du poumon normal, 1 ou 2 quand on a des lignes B, en fonction de leur nombre et de leur intensité et de leur confluence, et 3 quand c'est consolidé. Et donc je vais avoir un score finalement sur 36, puisqu'il y a 12 cadrans, qui ira de 0 à 36, et plus ce score sera élevé, plus ça voudra dire que mon patient a une atteinte grave du poumon, plus ce score sera bas, plus son poumon sera normal, et plus il est bas, plus le poumon est aéré, plus il est élevé, moins le poumon est aéré. Donc l'équipe de Belaïd Bouhemad, ils avaient très bien montré qu'on pouvait faire l'évaluation de l'aération du poumon avant ou après les manœuvres de recrutement, par exemple, etc. Donc vous avez possibilité d'évaluer l'aération de votre poumon avant une manœuvre de DV, après une manœuvre de DV, etc. Donc pour le suivi, la troisième application, c'est pour le suivi des malades ventilés et notamment de leur aération. Merci pour cette question. Et ce qu'il faut dire à tous nos collègues là qui nous regardent, c'est que la valeur en soi peut avoir dans beaucoup de pathologies un peu des notions pronostiques. On imagine bien que si on est à 36 avec deux poumons complètement consolidés, ça va moins bien se passer que si on a un poumon à 10. Tout à fait. Mais encore plus intéressant, c'est l'évolution chez un même patient au cours du temps. Tu parlais du DV, on a maintenant des données pour montrer que finalement la réaération, la diminution du score après avoir été mis sous DV est finalement plus intéressant que la valeur en soi de façon brute. Et on a ça dans pas mal de pathologies, la pneumonie, les syndromes thoraciques aigus. Il y a beaucoup de littérature maintenant pour montrer que le delta entre deux temps de mesure est quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Alors ça, c'est lié au fait que ces lignes B sont le plus souvent liées, donc elles sont liées à un épaississement des septa, le plus souvent liées à un œdème, et que cet œdème, on le détecte en temps réel, et il apparaît même avant les signes cliniques. Ça a été montré sur des études animales. Donc on voit des lignes B apparaître avant que le patient se mette en OAP clinique, et si par exemple un patient, si monsieur est dialysé d'habitude et qu'il a oublié d'aller faire sa dialyse, je vois des lignes B, il est en OAP, je le mets sous dialyse, pendant la dialyse, je vais voir les lignes B qui disparaissent en temps réel. De la même façon, si je le mets sous VNI parce qu'il a un OAP, avec la PEP, en temps réel, je vais voir ces lignes B qui disparaissent. Donc, comme tu le dis, ces troubles de l'aération ou ces troubles de l'eau pulmonaire extravasculaire qui sont approchés par le compte des lignes B sont extrêmement utiles pour l'évolution des malades également sous traitement. Une question importante avant peut-être de passer donc à la discussion commune avec Sébastien. Est-ce qu'une ligne B est toujours pathologique ? Alors, oui, c'est une question, tu connais la réponse. Pas toujours. On dit que ça commence à être pathologique à partir de 2-3, au niveau des scissures, etc. Ou si on reste allongé longtemps, on va avoir des tout petits troubles de l'aération. Quand elles sont postérieures, ces lignes B, elles ne veulent pas dire grand-chose. Ça peut être le poumon qui s'est un peu ratatiné. Elles ont vraiment beaucoup de valeur quand elles sont antérieures, parce que c'est là qu'elle est antérieure, bilatérale, symétrique, c'est là qu'elle signe vraiment de l'œdème. Très bien. Alors peut-être Sébastien, empare-toi du second et rejoins-nous. En attendant une dernière question, en tout cas en attendant les vôtres là sur le chat, une dernière question pour Laurent. Donc effectivement, tu nous parlais des lignes B. Est-ce que la ventilation mécanique, est-ce que la pression positive va changer la sémiologie échographique ? Ça ne va pas changer la sémiologie échographique, mais ça peut faire changer l'eau pulmonaire extravasculaire. Donc, ça peut faire changer le nombre de lignes B en faisant varier l'eau pulmonaire extravasculaire. Mais la sémiologie échographique que je vous ai montrée, elle est valable chez les malades en ventilation spontanée comme chez les malades en ventilation contrôlée. Alors, première question commune pour tous les deux. Donnez-nous une petite idée de la courbe d'apprentissage. Au bout de combien de temps je suis un expert de l'échographie ? On sait que pour l'échographie cardiaque, c'est quand même pas forcément évident. Il y a des formations, il faut avoir fait quelques dizaines, voire quelques centaines d'échographies pour être avec un niveau, pas celui de l'expert, mais en tout cas sur le haut de la courbe. Sur l'échographie à la fois du diaphragme et du poumon, ou pleuropulmonaire, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ça va beaucoup plus vite ?
Alors, l'échographie pleuropulmonaire est beaucoup plus simple. C'est vraiment quelque chose de très très simple. Il y a des études pour les lignes B, par exemple, réalisées au SAMU par Vicky Noble, qui montraient qu'au bout de 2 heures de formation, les gens étaient capables de voir des lignes B. Vous, là, vous avez vu des lignes B une fois, les queues de comète verticales, vous serez capable de les détecter. Donc, ligne B, ça va très vite. L'ensemble de la sémiologie, le plus dur, c'est probablement le pneumothorax, comme on l'a vu. C'est pour ça que je vous ai un peu mis des schémas. Il y a une très belle étude de l'équipe de Charlotte Arbelot, de Jean-Jacques Rouby, de la Pitié-Salpêtrière, qui montre qu'au bout de 25 examens supervisés, on arrive à avoir de bonnes performances. Donc c'est beaucoup plus simple l'échographie pleuropulmonaire que l'échographie cardiaque. Et pour le diaphragme ? Pour le diaphragme, eh bien, c'est un tout petit peu différent entre la mesure de l'excursion et la mesure de l'épaississement. La mesure de l'excursion, eh bien, la cinétique d'apprentissage, elle est vraiment très rapide. Il y a quelques travaux sur cette learning curve qui montrent qu'au bout de quelques examens, avec les 2 voies d'abord que je vous ai montrées, on arrive de façon très reproductible à mesurer l'excursion diaphragmatique. La mesure de l'épaisseur, statique, c'est relativement simple. Quelques examens suffisent. Après, le problème est lié aux limites intrinsèques de la mesure de la fraction d'épaississement du fait de la finesse constitutionnelle du diaphragme. Et on sait que même entre des mains entraînées, il y a une variabilité qui est assez importante de cette mesure intra- et inter-observateur. Donc c'est quand même relativement... C'est plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. Alors, dans le même ordre d'idées, est-ce que, on sait que sur l'échographie cardiaque, on a des patients qui ne sont pas échogènes, surtout quand ils sont ventilés, qu'on peut être limité, qu'en dehors des fois d'une petite sous-costale, on n'a pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des conditions, des types de patients, des obèses ou autres, qui nous gênent et pour lesquels cet examen n'est pas possible ? Alors, la réponse va être différente, je pense, pour le diaphragme et pour le poumon. Pour le poumon, très peu. La majorité des patients sont échogènes. Alors, il y a une limite qui est très importante, c'est l'emphysème sous-cutané, notamment en traumatologie. Attention, quand vous avez de l'emphysème sous-cutané, que vous le sentez avec les mains, n'allez pas faire de l'échographie pleuropulmonaire parce que vous allez avoir des images qui vont être des images faussement normales, voire des images faussement de pneumothorax, ou même plutôt des images de fausses lignes B, où vous aurez des lignes verticales, mais qui, au lieu de partir de la plèvre, partiront au-dessus de la plèvre. Et donc, si vous voyez des lignes B, vous pouvez vous dire à tort que vos ultrasons ont atteint le poumon et que donc vous n'avez pas de pneumothorax. Alors qu'en fait, il y a un pneumothorax en dessous. C'est juste que les ultrasons sont arrêtés au-dessus et c'est ce qu'on appelle des lignes E qui ressemblent aux lignes B. Donc le moyen de savoir ça, c'est 1, de ne pas faire d'échographie quand il y a l'emphysème sous-cutané. 2, de regarder si vous arrivez à voir le cône d'ombre des côtes. Quand vous arrivez à voir le cône d'ombre des côtes et que vous voyez des lignes verticales, c'est probablement des lignes B. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au cône d'ombre des côtes, c'est qu'il y avait de l'emphysème sous-cutané avant et que les lignes que vous voyez verticales sont probablement des lignes E liées à l'emphysème. C'est ça, et donc je dirais même que même les patients drainés, avec des drains thoraciques, avec des drains médiastinaux, en post-opératoire, avec des cicatrices, on peut être gêné à la limite peut-être sur un espace, mais l'avantage c'est qu'on peut faire le mapping vraiment complètement en côté, et même en post-opératoire de chirurgie thoracique ou autre, on arrive à faire l'échographie pleuropulmonaire. Même question, est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles on n'arrive pas à faire l'échographie du diaphragme ? Oui, il y a des conditions dans lesquelles on n'arrive pas. Là, c'est plus influencé par le niveau d'échogénicité du patient. Et puis, on a très bien vu que dans certaines conditions, bien de l'interposition gazeuse, par exemple, empêchait de bien dégager la coupole diaphragmatique. Et donc limite la mesure de l'excursion pour la fraction d'épaississement et l'épaisseur. Comme on est quand même dans une zone de convergence qui est assez peu influencée par la masse du patient, généralement on arrive quand même toujours à visualiser le diaphragme dans la zone d'apposition. Merci pour cette réponse. Une question qui nous est posée donc sur le chat. Au total, est-ce qu'on peut résumer les signes échocardiographiques ou échographiques pleuropulmonaires du SDRA? Est-ce qu'il y a des spécificités Covid? Et moi, j'étends un tout petit peu la question. Tu en as parlé, mais je pense que c'est important que tout le monde comprenne bien que finalement, il y a un continuum entre du poumon normal qui présente quelques lignes B et la consolidation extrême. Mais donc finalement, quelle est la sémiologie échographique typique d'un SDRA? Et éventuellement, est-ce que ça change si c'est un SDRA Covid? Alors, j'espère qu'on est toujours en ligne, parce que là, c'est très bien. Donc, le SDRA et la pneumonie Covid vont avoir des signes quasiment tous identiques. Donc, c'est un SDRA, donc vous avez des lignes B bilatérales symétriques, premièrement. Deuxièmement, c'est un SDRA, donc vous allez avoir des zones saines, contrairement à l'OAP. Troisièmement, c'est un SDRA, donc vous allez avoir une irrégularité, éventuellement un épaississement, un aspect épaissi de la ligne pleurale, avec des consolidations sous-pleurales petites. Voilà, donc ça c'est commun à tous les SDRA.
Dans le cadre de la pneumonie Covid, il y a un signe qui serait soi-disant un petit peu spécifique, c'est le signe du rayon laser, mais finalement, c'est rien d'autre que des lignes B confluentes. Donc il n'y a pas de vraie spécificité. C'est un peu le contexte clinique, encore une fois, l'incidence de la maladie. Et puis c'est vrai pour tous les examens d'imagerie. Vous faites un scanner thoracique, c'est le meilleur examen. Vous avez des images bilatérales interstitielles. Vous ne saurez pas dire si c'est une lymphangite carcinomateuse, un OAP, etc. Il faudra contextualiser. Il faut toujours contextualiser. Et c'est vrai aussi pour le SDRA Covid. Et effectivement, tu l'as dit aussi, le côté un peu patchy des lésions. C'est vrai que dans l'OAP cardiogénique, ça touche les 2 poumons et partout. Et c'est vrai que en balayant, encore une fois, le grand avantage, c'est qu'on peut balayer et se rendre compte en 3 dimensions en temps réel de l'atteinte. Et quelque chose d'un petit peu patchy qui, avec une alternance de zones saines et de zones malades, va aussi nous orienter sur quelque chose de plutôt lésionnel. Moi, j'ai une question pour Sébastien. En pratique, aujourd'hui, l'échographie du diaphragme, comment elle est rentrée dans ta réanimation, dans ta gestion des patients, éventuellement dans le déchocage? Comment tu l'utilises au quotidien? Est-ce que ça a finalement remplacé, fait disparaître d'autres examens ou la radio ou des choses qu'on pouvait faire avant? La réponse est non. Dommage. La réponse est oui. Pas encore, peut-être. Non, la réponse est non. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment difficile. C'est clair que lorsqu'on suspecte une paralysie complète du diaphragme, l'échographie a un intérêt. Lorsqu'on pense qu'une difficulté de sevrage de la ventilation mécanique, qu'une insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique, quand on est confronté sur une radio du matin à une surélévation de la coupole, finalement l'échographie diaphragmatique peut faire le diagnostic de paralysie complète du diaphragme sans bien sûr donner le niveau lésionnel potentiellement touché. Après, en ce qui concerne l'intérêt dans le suivi, je pense qu'on est encore trop tôt. On est encore trop tôt pour savoir si l'échographie diaphragmatique est pertinente pour, par exemple, prédire l'échec du sevrage ventilatoire. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, mais c'est une littérature très hétérogène, et même les derniers papiers qui sont probablement les mieux faits méthodologiquement, sont plutôt en défaveur de l'utilisation. Finalement, quand un patient réussit une épreuve sur tube denté, on s'affranchit probablement d'une dysfonction diaphragmatique importante, et il n'y a plus de lien entre la fonction diaphragmatique et l'issue du sevrage une fois que le patient est extubé. Donc voilà, donc moi je pense vraiment, lorsqu'on est confronté à une situation de sevrage ventilatoire impossible, de contexte où on pense qu'il peut y avoir une atteinte diaphragmatique, il y a un intérêt dans le diagnostic de paralysie complète. Le diagnostic de dysfonction sur une limitation de fraction d'épaississement ou limitation de l'excursion, c'est plus difficile en termes de pertinence clinique pour l'instant. Alors c'est plus difficile, ça nécessite peut-être ce qu'on disait tout à l'heure ensemble, c'est-à-dire d'avoir un peu des repères pour un patient donné, de le suivre dans le temps. Et donc je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui on va pas ne pas extuber un malade, ou au contraire extuber un malade sur ces données-là. Après, il faut avouer que donc il y a pas mal de papiers qui montrent qu'on est capable de détecter l'atrophie induite par la ventilation mécanique ou au cours du séjour en réanimation sur des variations relatives d'épaisseur au cours du temps. Après, il faut avouer que le diaphragme est tellement fin qu'on est presque réellement il faut vraiment regarder ces papiers avec beaucoup de précaution, parce qu'on est presque dans les limites de la résolution spatiale de la technique échographique en termes de variation qui est constatée. Donc voilà, il faut être... Un millimètre en plus ou en moins sur la mesure, et on pense que les choses... Ouais. Néanmoins, je pense quand même qu'on peut dire qu'un patient qui raterait des épreuves de sevrage de façon un peu répétée, et où, de façon un peu, maintenant on va dire standard, on irait voir le cœur pour vérifier si pendant l'épreuve de sevrage il y a un souci cardiogénique, autant vraiment en profiter pour regarder le diaphragme. Voilà, ça fait partie de l'exploration pour essayer de comprendre pourquoi on est confronté à un sevrage ventilatoire impossible. Même question, Laurent. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta pratique, ça a remplacé la radiographie de thorax ? Alors, c'est une bonne question. Alors, tu nous as dit que c'était largement supérieur, oui. Et donc, a priori, pourquoi en faire encore ? Alors, c'est une bonne question. Nous, on continue à faire des radiographies du thorax. On a publié le fait qu'on avait diminué de 25 à 30% nos radiographies du thorax et nos scanners. Donc, cette étude, elle est publiée dans la CCPM. Vous pouvez la sortir pour vos directeurs d'hôpitaux pour montrer que ça fait des économies de 25 à 30 000 euros par an. Et finalement, c'est le coût du prix d'un appareil d'écho. Donc, on peut faire des économies en termes de prescription de radio et de scanner. Nous, on ne les supprime pas complètement pour deux raisons.
Parce qu'il y a certains chirurgiens, notamment les chirurgiens thoraciques, qui ne sont pas formés encore bien à l'échographie pulmonaire et qui ont besoin d'avoir des radiographies du thorax. 2, parce qu'il y a des choses, notamment au niveau du médiastin, qu'on voit mieux qu'on voit avec la radiographie du thorax, qu'on ne voit pas avec l'échographie pleuropulmonaire. L'échographie pleuropulmonaire est supérieure à la radio du thorax pour le poumon et les plèvres, mais pas pour le médiastin et l'aorte. Et 3, parce que pour le suivi des images, alors il y en a qui arrivent à le faire sur l'échographie, mais pour nous, pour le diagnostic des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, on fait quand même de temps en temps des radios pour voir s'il y a une image qui apparaît, on continue à le faire. Après, il y a le déchocage, on pourra, si vous voulez, en parler pour le déchocage et pour le drainage des pneumothorax, mais ça, c'est encore un autre sujet. Oui, alors c'est vrai que dans notre pratique, c'est la même chose. Hein. Ça ne remplace pas complètement. Hein. On ne voit pas encore le cathé central avec la sonde d'échographie quand on fait le pleuropulmonaire. On ne voit pas forcément la sonde d'intubation jusqu'à ce qu'elle soit complètement sélective. Donc c'est vrai qu'on a un peu tous la même expérience. Ça le diminue. Et pour revenir sur la courbe d'apprentissage, hein, je ne sais pas dans vos centres, on l'apprend très facilement sur un stage aux externes qui sont assez vite autonomes et qui tous les jours sur leurs patients vont le faire et se battent un peu pour avoir la machine, et ça nous permet de suivre les malades et d'avoir un peu des signes d'alerte comme ça. Alors justement, tu posais cette question du pneumothorax. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de polytraumatisme ou de déchocage, on irait drainer un pneumothorax sur les données de l'échographie ? Alors c'est une bonne question. D'une manière générale, hors traumatologie, la réponse est plutôt non. Ne drainez pas uniquement sur l'échographie, parce que l'échographie, j'ai essayé de vous le dire un peu, est trop sensible. Ça va vous détecter des pneumothorax qui sont extrêmement petits. L'échographie pulmonaire permet de semi-quantifier, mais le mot semi est important, un pneumothorax en regardant où est le point poumon, c'est-à-dire la zone de décollement. Plus la zone de décollement va être loin dans votre aisselle, plus vous pouvez imaginer que le pneumothorax est important. Malheureusement, ça ne vous dira pas si le pneumothorax va jusqu'ici, mais s'il est décollé de 1 mm ou s'il est décollé de 5 cm, puisque l'air va arrêter les ultrasons immédiatement. Donc c'est très dangereux de drainer un pneumothorax uniquement sur l'échographie. Quand on peut, il faut faire des images de complément. Au déchocage, ça nous aide, encore une fois, à savoir si le patient se dégrade, de quel côté il a un problème. Si le patient est catastrophique, bien évidemment, avec une abolition du glissement pleural, et a fortiori, si vous avez éliminé une intubation sélective, qui peut aussi être une cause d'abolition du glissement pleural, et si vous avez vu un point poumon, là vous êtes sûr, vous pouvez drainer. Dans ce cas-là, essayez de drainer avec une méthode de dissection plutôt qu'avec une aiguille de Chioui, parce que vous ne savez pas, encore une fois, si c'est décollé d'1 mm ou de 5 cm. Donc pour éviter d'aller embrocher le poumon, si vous drainez que sur l'écho, essayez plutôt de disséquer le poumon au doigt. Mais sinon, si le patient n'est pas en choc gravissime, nous, ce que nous faisons également dans ce cas-là une radiographie au déchocage. Si on voit le pneumo à la radiographie, c'est qu'il est suffisamment important, c'est qu'il est au moins latéral, voire complet. Et donc, à ce moment-là, on draine avant d'aller au scanner. Si on ne le voit pas à la radiographie, on descend au scanner comme ça, on sait de quel côté il faut exsuffler en cas d'urgence. Là, c'est ce que nous faisons à l'hôpital Nord de Marseille. Ce n'est pas encore validé dans la littérature. Non, effectivement, il y a des recommandations françaises qui sont en cours de rédaction sur la prise en charge du pneumothorax, en tout cas spontané. Et je pense que ce que tu dis est important. C'est extrêmement sensible, tu le disais même des fois parfois trop sensible à détecter des toutes petites bulles ou poches d'air. On s'est tous fait avoir aussi par un peu dans une grosse bulle d'emphysème ou quelque chose qui perturbe l'examen. Donc en dehors de situations de grande détresse catastrophique où finalement avant l'échographie, la clinique des fois nous servait à drainer, c'est un examen qui nous alerte, qui permet d'aller plus vite, mais qui ne suffit pas à mettre un train. Dernière question avant de clore ensemble cette session. Sébastien, tu nous as donc parlé d'excursion diaphragmatique et d'épaississement du diaphragme. En quelques mots, là, pour les plus férus d'échographie du diaphragme, parmi les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on a d'autres indicateurs, d'autres choses à regarder et est-ce qu'ils sont assez simples à apprendre aussi? Est-ce qu'il y a d'autres mesures à faire? Oui. Alors c'est possible, mais c'est vraiment on va dire des perspectives. Donc il est possible d'analyser la cinétique diaphragmatique en Doppler tissulaire. Donc c'est vraiment, tout le monde connaît le Doppler tissulaire, son utilisation pour l'analyse de la cinétique de l'anneau mitral pour évaluer les pressions de remplissage. Là c'est exactement le même principe. On regarde le diaphragme avec une sonde de type cardiaque, on regarde le déplacement crânio-caudal et on va passer en mode Doppler tissulaire et vérifier finalement la cinétique du mouvement. Et donc il y a un papier qui démontre la faisabilité et un autre papier qui essaye d'évaluer l'intérêt pronostique pour prédire l'échec du sevrage ventilatoire. C'est relativement intéressant. Il y a aussi des techniques dérivées de l'ultrason qui sont en développement
développement, la technique du speckle tracking par exemple, donc un peu plus compliqué, ou la technique d'élastographie. Et puis dernier point, alors là c'est pour l'avenir, c'est vrai que lorsqu'on regarde la cinétique crânio-caudale, finalement on regarde qu'une dimension du fonctionnement du diaphragme, alors qu'il a une représentation tridimensionnelle et un effet tridimensionnel, et donc l'écho 3D est proposé. Il y a quelques expériences comme ça dans la littérature d'écho 3D qui pourraient approcher au mieux le diaphragme lorsqu'il contracte dans son intégrité anatomique, quoi. Voilà. Écoutez, merci à tous les deux. J'espère qu'on aura donné envie à tous nos collègues qui nous écoutent de se lancer pour ceux qui ne le faisaient pas encore. On a vraiment montré que c'est des examens qui sont simples à faire, qui apportent beaucoup d'informations pour des temps finalement qui sont assez courts. Hein. Le temps de faire tout ça, on n'a même pas eu le temps que le Manip Radio arrive dans le service en général. Et donc, continuez à suivre un peu cette littérature. Je suis convaincu qu'il va y avoir de nouvelles découvertes et de nouvelles avancées sur ces techniques qui ont déjà quand même bien révolutionné notre prise en charge de ces quelques dernières années. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce live démo et je vous souhaite à tous une bonne fin de e-congrès.